Dans une ère où les fantasmes et les plus grandes folies deviennent réalité, à la manière de Marty McFly et Doc Brown, moi, Colin et mes acolytes Matteo, Yuen et Hugo allons tenter de vous éclairer sur ce que sera peut-être le monde de demain et ses innovations. Moi, quand je pense au futur, j'imagine des voitures volantes, des machines de téléportation, tous ces trucs qu'on voit dans les films de science-fiction, quoi. Et vous, chers amis, comment vous voyez le monde dans 100 ans ? C'est dur comme question. Je saurais même pas dire comment sera le monde dans 20 ans, tellement il y a des nouvelles découvertes à notre époque. Parce que c'est la recherche qui s'effectue aujourd'hui qui façonnera notre monde de demain. J'en parlerai un peu plus tard de ça. Moi, je pense qu'on va aller vers des innovations plus tournées vers l'écologie. Moi, je ne sais pas pour vous, mais quand on me parle du monde de demain, je ne peux m'empêcher de penser aux grands classiques de la science-fiction que sont Blade Runner et Le Cinquième Sens. C'est intéressant, est-ce que tu pourrais nous détailler ton point de vue, s'il te plaît ? Eh bien, il faut se poser la question, quel est le point commun entre ces deux films ? Je vous le donne en mille, c'est le monde totalement automatisé dans lequel ils prennent place. Quand je pense au futur, moi, je vois directement des androïdes, des drones intelligents, des voitures qui conduisent à notre place. Eh bien, tous ces objets marcheraient avec l'intelligence artificielle. Je vous préviens tout de suite, à l'heure actuelle, il y a peu de chances qu'il apparaisse des androïdes déviants à la Terminator. Laissez-moi plutôt vous expliquer sur quoi se base l'IA. Cette technologie est basée sur le machine learning. Mais le machine learning, c'est quoi ? C'est une école pour les robots ? Pas exactement. En bref, on plonge un de ces robots dans une multitude de simulations différentes. Dans chacun de ces scénarios, on lui indique les bons choix qu'il a pu faire pour qu'il puisse les réeffectuer si une situation similaire se présente à lui. Et on espère que sa base de données de scénarios sera assez conséquente pour qu'il puisse se rapporter à sa mémoire dans chacune des situations qu'il rencontrera. Le problème, c'est que ce principe a ses limites. Par exemple, pour un pilote automatique, si un accident est inévitable, faut-il mieux entrechoquer la voiture d'en face ou faire un coup de volant et écraser un piéton ? Je sais pas, j'imagine que ça dépend de l'âge du piéton ou du nombre de passagers dans la voiture. Et oui, dans ce genre de situation, notre libre arbitre triomphera toujours sur la technologie. Concrètement, aujourd'hui, l'IA est principalement utilisée pour analyser un grand nombre de données et en déduire un pattern, un schéma qui se répète. Cependant, les projets de robots dotés d'IA sont de plus en plus aboutis et, en octobre 2022, l'un d'entre eux a même été nommé PDG d'une entreprise en Chine. Un robot PDG ? Non mais franchement, les innovations vont trop loin. J'espère vraiment que vous êtes d'accord avec moi. J'avoue que c'est embêtant de se dire qu'on est potentiellement moins payé qu'un robot. Mais est-ce que toi, Hugo, t'as des innovations plus terre-à-terre à nous proposer ? Ouais, alors je vais vous parler des innovations qui sont certes moins sexy, mais au moins qui sont un peu plus utiles que ces robots. Rapidement, je vais vous présenter la problématique. Alors aujourd'hui, avec la mondialisation, on compte environ 100 000 navires qui font transiter 70% des marchandises du commerce mondial. En plus, selon les estimations de l'OCDE, la demande mondiale devrait doubler d'ici 2050. C'est donc évident que la décarbonisation devient un enjeu de taille. Une des solutions proposées est le retour de la marine à voile. Attends, mais une innovation, c'est censé proposer une avancée technologique. Ce serait pas plutôt un retour en arrière, ton histoire, là ? C'est vrai que le moyen de transport n'est pas nouveau, mais ce sont les technologies employées qui sont novatrices dans ce domaine. On retrouve plusieurs technologies qui pourraient équiper la plupart de la flotte mondiale. Pour les petites embarcations, la solution envisagée est celle des voiles souples, classiques que l'on peut voir sur la plupart des voiliers. Et pour les grosses embarcations, alors ? Il ne me semble pas que le commerce mondial se fasse à coups de petits voiliers. Alors non, mais pour les plus gros porteurs du style vraquier ou roulier, la solution envisagée est celle d'une aile rigide, comme conçue par le cabinet VPLP. Le cabinet est connu pour son expérience dans la course. Par exemple, l'aile rigide vient du bateau qui a été développé pour la Coupe de l'Amérique. Leur système est un système de voile rigide en double volet. Cette aile, dont de petites versions ont été testées sur le navire laboratoire, équipera le bateau Canopé. Le navire transportera des éléments d'Ariane 6 vers le centre spatial français. Elles seront au nombre de 4 sur Canopé. Un seul cabinet pour fournir tout le marché mondial. Je ne pense pas que ça suffira. Alors non, ce ne sont pas les seuls dans le domaine. Par exemple, les chantiers de l'Atlantique ont aussi développé le système de voile en utilisant une technologie différente. Pour faire simple, leur système utilise le principe de mât à baleston qui a pour avantage de pivoter à 360 degrés. Le deuxième gros avantage est que leur système permet aux navires de passer sous les ponts. L'entreprise espère pouvoir atteindre une réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre. Ces systèmes pourront donc équiper des grands navires à voile allant jusqu'à 250 mètres. Mais il n'y a pas des solutions plus simples ? Oui, j'en ai une en tête. Il y a un modèle d'aile de kite qui sont déjà utilisés et permettent d'économiser du carburant. Bien aussi avance une autonomie et des économies d'énergie de carburant de l'ordre de 30 à 50% pour la marine marchande grâce à leur aile.
Et sinon, tes innovations futuristes, elles font quoi, elles, en faveur de l'écologie? Eh bien justement, si vous tapez sur Google à quoi ressemblera la vie dans le futur, il n'y a aucun doute, vous tomberez sur ces villes remplies de verdure, 100% écologiques. Et il faut dire qu'avec la situation environnementale, il faut espérer que des innovations nous permettent de ne pas détruire notre chère planète Terre. C'est vrai que le rapport du GIEC n'est pas très joyeux. Actuellement, plusieurs pistes sont étudiées. L'une des plus révolutionnaires d'entre elles se déroule en France. C'est le projet ITER. L'idée est plutôt simple. Créer un soleil artificiel. Et ouais, après avoir essayé de créer des androïdes à leur image, les humains veulent maintenant créer leur propre soleil. À croire que les scientifiques se prennent pour Dieu. Un soleil de poche donc, et comment on va faire ça? Eh bien, à vrai dire, la recette pour créer un soleil n'est pas facile. Peu de chance que vous puissiez la faire dans votre cuisine. Pour le faire, il faut d'abord un tokamak. Globalement, c'est un gros donut, de 60 mètres de haut accessoirement, dans lequel on injecte un champ magnétique grâce à des gros aimants. Puis, à l'intérieur de ce donut, vous mettez de l'hydrogène sous la forme de plasma, une sorte de bouillie atomique. Mais pour avoir cette bouillie, il vous faut chauffer l'hydrogène à des chaleurs dépassant la température du centre du Soleil. Pour vous donner une idée, ces températures dépassent les 150 millions de degrés. C'est à ce moment-là que deux hydrogènes vont fusionner pour donner un hélium en libérant l'énergie qui nous intéresse. C'est ce qu'on appelle la fusion nucléaire. Merci Jamie. Effectivement, on a déjà vu plus simple comme recette. Aujourd'hui, nous ne sommes pas parvenus à récupérer autant d'énergie que l'on en a dépensé avec ce procédé, mais à l'avenir, la fusion nucléaire pourrait bien être la clé pour produire de l'électricité sans engranger de déchets nucléaires. C'est ça le problème avec ce genre d'innovation. En théorie, c'est sympa, mais en pratique, ça se complique. Et quoi qu'il en soit, espérons que ce soleil artificiel voit le jour, on en aurait bien besoin. Et maintenant, une pause musicale avec le célèbre Get Lucky des Daft Punk. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Look. We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cups to the stars. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 The present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cups to the stars. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 We're up all night to get. 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 We're up all night to get lucky. 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 We've come too far to give up who we are. So let's
pas à dire, cette musique vous met automatiquement de bonne humeur. Et finalement, avec ce que nous ont dit Mathéo et Hugo, j'en viens à me demander si c'est vraiment la peine de gaspiller tant d'argent dans des innovations qui nous seront pas utiles dans nos vies quotidiennes. Qu'en penses-tu, toi, Younen? Bah oui, ce sont des choses que les chercheurs entendent souvent. Pourquoi gaspiller du temps et de l'argent dans de la recherche pour des choses qui nous serviront probablement à rien dans notre quotidien, alors qu'il y a plein de problèmes importants à résoudre à côté de ça? On va prendre un exemple. On est dans les années 60, les États-Unis sont embourbés dans la guerre du Vietnam, il y a plein de mouvements de société un peu partout dans le monde, et pourtant, la NASA investit des millions de dollars dans une technologie pour isoler les stations spatiales et isoler les combinaisons des astronautes des rayons du soleil. Plutôt paradoxal, non? Bah c'est clair, ça devait grogner à l'époque. Bah oui, c'est sûr. Et pourtant, cette technologie, elle aura finalement sauvé la vie à des millions de gens. C'est à partir de là qu'ont été inventées les couvertures de survie, celles que les sauveteurs y déposent sur les blessés pour les projeter du chaud ou du froid, comme un astronaute. Même si j'ai jamais eu la chance de me retrouver sous une couverture de survie, j'imagine qu'il y a bien des auditeurs qui aimeraient remercier la NASA. Si vous voulez, j'ai un exemple qui s'appliquera peut-être un peu plus à vous. J'imagine que vous dormez régulièrement. Eh ben, avec un peu de chance, vous avez peut-être déjà dormi sur un matelas à mémoire de forme, ou bien avec un coussin à mémoire de forme peut-être. Ces matelas et ces coussins, ils sont composés d'une mousse spéciale en polyuréthane. Et ben, cette mousse, elle a été inventée par la NASA en 1966. Ah ouais? Bah, je m'en serais jamais douté. Mais je vois pas trop le rapport entre des matelas et la NASA qui est quand même dans la conquête spatiale. Ouais, c'est un peu surprenant, hein. Bah, en fait, pour la petite histoire, les chercheurs, ils voulaient créer un matériau pour faire des sièges d'astronautes qui soient le plus confortable possible lors du décollage. Les astronautes au décollage, ils subissent une accélération assez incroyable. 4 ou 5 G, c'est fort. Bah, il y a intérêt qu'ils soient pas plaqués sur du bois ou sur une vulgaire mousse. Là, je vous ai donné que des exemples en rapport avec l'espace et surtout des inventions américaines. Mais on a aussi des inventions bien de chez nous, en Europe. Petit contexte. On est au début du XXe siècle. La Première Guerre mondiale bat son plein. Pourtant, Einstein, dans son coin, il peaufine sa relativité générale, il s'amuse avec les équations de Max Planck. On peut être sûr qu'à l'époque, il y a des gens qui se demandaient pourquoi il allait pas aider son pays, pourquoi il allait pas au front. Sauf que maintenant, avec un siècle de recul, on se rend bien compte que, grâce à lui, on a le droit au GPS, marché mondial actuel de 38 milliards de dollars, ce qui est pas rien, et surtout, on a le droit aux lasers, qui ont des applications dans des domaines super variés. Médical, industriel, armement... La recherche fondamentale, comme quoi ça sert. Faut juste lui laisser un peu le temps. Et c'est fou ça, on connaît tous le vieil Einstein, mais au final, peu de monde sait vraiment à quoi il nous sert. Ah oui, c'est un peu dommage. En fait, on manque de culture scientifique. Et avec ça, il y a plein de gens qui pensent qu'en subventionnant la recherche, on met de l'argent un peu dans le vent parce que ça mettra jamais de beurre dans les épinards. Et oui, et en même temps, c'est difficile d'estimer la valeur d'une découverte scientifique en euros. C'était très intéressant, est-ce que tu as un dernier mot? Ouais. Pour terminer, j'aimerais parler rapidement d'une idée reçue qu'on voit parfois sur Internet. Quand on parle d'innovations qui sont issues de la conquête spatiale, on a souvent un exemple qui revient. C'est l'exemple de l'IRM, l'imagerie à résonance magnétique, qui aurait été inventée par la NASA. Eh ben en fait, c'est faux, il faut le savoir. L'IRM, ça existait bien avant que la NASA s'en mêle. Elle a bien participé à l'améliorer, en développant des systèmes pour améliorer les images, entre autres, mais c'est pas du tout l'agence américaine qui a inventé l'IRM. Faut remettre les choses à leur place. Bien, merci beaucoup, on s'en souviendra. Tant que nous sommes sur le thème de la recherche, nous allons recevoir l'un de ces chercheurs qui essayent de faire avancer les connaissances humaines. Bonjour Charles Cornet, vous êtes chercheur à l'Institut Photon, un laboratoire de l'INSA de Rennes dans lequel vous publiez vos travaux en optique et électronique. Avec la crise sanitaire, beaucoup de personnes, notamment sur les réseaux sociaux, ont été quelque peu déçues par la recherche française. Que répondez-vous aux personnes qui disent que l'argent donné à la recherche est de l'argent jeté par la fenêtre ? Eh ben, c'est très simple. J'aimerais bien savoir si ces personnes utilisent les produits des dernières, des nouvelles technologies. Par exemple, est-ce que ces personnes utilisent des smartphones, des ordinateurs portables, etc., le GPS, et si c'est le cas, ben, ils utilisent des produits de la recherche. Pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément à l'aise avec le monde de la recherche scientifique, est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement en quoi consiste le métier de chercheur ? Alors, le but du métier de chercheur, c'est de produire un résultat à l'état de l'art international. Ce qu'on appelle l'état de l'art international, c'est l'ensemble des connaissances qui, à un moment donné, sur un sujet précis. Et en fait, pour être capable de faire ça, il y a plusieurs étapes pour un chercheur. Donc le chercheur, il doit déjà connaître l'état de l'art, ça veut dire avoir lu tout ce qui s'est fait dans le domaine précis, toutes les publications et tous les travaux de recherche dans ce domaine-là. Ensuite, il doit mettre en œuvre des techniques expérimentales, des techniques numériques,
ou théoriques d'ailleurs, pour pouvoir répondre, pour pouvoir identifier un problème et y répondre. Et ensuite, il doit communiquer ses travaux donc auprès de la communauté internationale. Et ça se fait soit en écrivant des publications, soit en communiquant en conférences internationales, donc en allant parler devant ses collègues du monde entier. Et est-ce qu'il y a une journée ou une semaine type pour un chercheur tel que vous? Non, heureusement, il n'y a pas de journée type ou de semaine type. Nos activités sont diverses et variées, et ça dépend à quel niveau d'expertise on est, à quel niveau d'expérience on est. Mais disons qu'il y a tout un volet déjà qui est la recherche de financement, où on essaye de trouver des sous pour travailler, parce que l'argent ne tombe pas tout seul, il faut aller le chercher et le décrocher avec des contrats publics ou privés. On a un volet aussi où on va soit faire de la recherche soi-même, soit superviser des recherches. Alors on fait ça typiquement avec des jeunes doctorants. Ce qu'on appelle les doctorants, c'est ceux qui préparent une thèse de doctorat. C'est entre Bac+5 et Bac+8. Et c'est eux qui sont vraiment le cœur du réacteur. C'est eux qui font tourner la recherche. Il y a un autre volet qui est plutôt sur l'écriture des publications et la communication scientifique. Et puis il y a un dernier volet qui est le volet administratif, malheureusement. Mais on a beaucoup d'administration à faire pour régler tout un tas de problèmes, pour acheter du nouveau matériel, pour faire vivre le laboratoire. Et puis, dans mon cas particulier, comme je suis responsable d'une équipe de recherche, j'ai en plus le volet pilotage scientifique, où il s'agit de discuter avec les collègues et d'échanger pour essayer de définir quels sont les bons axes de recherche pour le futur et essayer de se projeter dans 5 ans, 10 ans, voire même au-delà. Dans votre carrière scientifique, avez-vous publié des travaux qui ont depuis eu une application concrète? Alors, notre recherche, elle est avant tout tournée vers les applications. C'est une recherche qui est très amont, donc quasi, elle est pas fondamentale, mais elle est pas loin d'être fondamentale. Mais on a toujours une application en vue. Par contre, l'application peut arriver de nombreuses années après. Alors je peux citer l'exemple, par exemple, de ce que j'ai fait en thèse il y a maintenant 15 ans, quelque chose comme ça. Je travaillais sur des lasers à base de nanostructures à semi-conducteurs, et en fait ces lasers sont maintenant utilisés pour les communications optiques, dans les réseaux de communication optique. Donc voilà, c'est un exemple d'application concrète. Et puis on espère que ce qu'on fait actuellement dans le domaine de l'énergie va aussi se concrétiser, puisque c'est très satisfaisant pour un chercheur de voir le produit, de voir que le travail est valorisé à travers un produit ultérieurement. Vous avez parlé de recherche fondamentale, mais est-ce que vous pouvez définir ce que c'est précisément? Alors, la recherche fondamentale, c'est souvent utilisé par opposition à la recherche appliquée ou applicative. Donc, c'est une recherche qui n'a pas vocation directement à déboucher sur des applications, qui est plutôt une recherche qui vise à comprendre des phénomènes physiques, chimiques, biologiques pour eux-mêmes, donc juste pour la compréhension. Néanmoins, ça ne veut pas dire que ça ne sera pas utilisé plus tard pour les applications. Parfois, il y a un exemple assez célèbre, c'est l'exemple d'Einstein, quand il a, au début du XXe siècle, trouvé les équations de la relativité. Il ne pouvait pas imaginer qu'un siècle après, on allait développer le GPS et qu'on allait intégrer dans le GPS les corrections relativistes. Voilà, donc on voit bien qu'il y a du temps entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée et le développement de produits commerciaux. Et en fait, ça, dans la recherche, c'est quantifié par une échelle qu'on appelle l'échelle de TRL, Technology Readiness Level, donc c'est une échelle où il y a 10 étages. Le premier étage, le niveau 1, c'est juste l'idée, une idée générale. Et le niveau 10,
c'est la commercialisation du produit pour l'utilisateur final. Et donc, notre rôle à nous, chercheurs académiques, ça va être de partir de l'idée et de monter en TRL, monter sur l'échelle de maturité technologique. Et puis, il y a un beau jour, une fois qu'on a démontré que c'était possible, en général, on va passer la main à un centre de recherche industriel qui, lui, va développer encore et concrétiser le produit. Et après, va passer la main à une ligne de production qui, elle, va aller vers une commercialisation du produit développé. Et ça, c'est général pour toutes les activités de recherche, en réalité. Vous avez travaillé et vous travaillez encore dans des domaines s'appliquant à l'utilisation de l'énergie solaire. En cette période de crise énergétique, selon vous, est-ce que cette énergie représente un enjeu majeur pour notre futur ? Évidemment, bien sûr, si je travaille dessus, je vais pas vous répondre non. Ça, c'est clair. On a à la fois une crise climatique qui est liée aux émissions de CO2 que l'on connaît durant tout le XXe siècle. Et s'ajoute en plus à ça une crise économique liée à la crise énergétique, aux problèmes de production du pétrole et plus généralement des combustibles fossiles. Et en plus, de manière contextuelle, en ce moment, on a le conflit en Ukraine. Et donc, évidemment, si on est capable d'avoir une énergie qui est produite de manière renouvelable, relativement abondante, pas trop chère, ça permet de se détendre un petit peu et d'avoir un impact environnemental beaucoup plus léger que ce qu'on avait dans le passé. Donc, ceci étant dit, parmi les énergies renouvelables, il y en a une qui apparaît en tout cas très intéressante, c'est l'énergie solaire, puisque le potentiel d'énergie solaire sur Terre, c'est le plus grand potentiel comparé aux autres énergies renouvelables, de loin. Et il y a largement suffisamment d'énergie solaire qui arrive sur Terre chaque jour pour répondre aux besoins énergétiques de la planète entière. Donc évidemment, l'énergie solaire, c'est quelque chose qui paraît assez évident. Maintenant, c'est un enjeu majeur. Malheureusement, on aurait dû investir dessus il y a bien longtemps, ce qu'on n'a pas fait. Donc on commence tout juste à s'intéresser à cette énergie solaire alors qu'on aurait pu le faire il y a 40 ans et qu'on savait, on connaissait ce problème du réchauffement climatique. Néanmoins, on voit de plus en plus d'installations solaires qui arrivent à se mettre en place. On voit que la production d'électricité d'origine photovoltaïque arrive à devenir compétitive progressivement. Et donc ça va dans le bon sens, mais on est un petit peu en retard. Et d'autre part, là je parle du solaire photovoltaïque qui permet de produire de l'électricité, mais il y a aussi le problème de la production de la chaleur. Et là, si on arrive à utiliser l'hydrogène en le couplant à l'énergie solaire, ça serait idéal pour aussi produire de la chaleur. Charles Cornet, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Une interview très intéressante. Et maintenant, c'est au tour de votre animateur d'exprimer son opinion. On en a vu des branleurs dans l'émission, mais celui-là, il est magnifique. Ah là, ouais, là, je crois qu'on est au top. Bon, rien. Alors voilà, la télé c'est nul et c'est ringard. Est-ce que manger des pizzas c'est devenu un métier ? Vous êtes-vous déjà agacé en voyant votre enfant passer trop de temps sur Internet, à croire que les jeunes ne savent pas décrocher de leur écran ? Et il paraît même que ça les rend violents. Bonjour, je m'appelle Colin, j'ai 19 ans, je joue aux jeux vidéo et je ne tue pas des gens. Impressionnant, non ? Plus sérieusement, le rapport des jeunes avec la technologie a mauvaise réputation, trop à mon goût. Il y a qu'à voir le passage du vidéaste Squeezie sur l'émission Salut les Terriens. Si vous l'avez raté, il s'agit d'un des passages les plus dérangeants à regarder de la télévision de 2017. Thierry Ardisson rabaisse avec condescendance le métier de créateur de contenu sur Internet, avec des phrases comme « manger des pizzas, c'est devenu un métier ?» Ça illustre bien les nombreux clichés que les gens ont à propos de la jeunesse et de leur utilisation de la technologie. Tout n'est pas rose et constructif sur les réseaux, mais on ne prête que trop peu d'attention à ce qui se fait de bien. Dans le streaming, par exemple, qui aurait cru un jour que de simples streamers se réunissant dans une salle pendant 2 jours puissent récolter plus de 10 millions d'euros pour une association ? Je fais ici référence au The Event, un événement caritatif organisé chaque année par le streamer Zerator.
Il faut quand même rappeler qu'au départ, ce sont juste des personnes qui un jour se sont levées et se sont dit « je vais me filmer en jouant à des jeux vidéo ». Et ça paraît si simple, et pourtant ces actions ont permis d'investir 1 million d'euros dans des centres hospitaliers africains. Mais on n'en parle que trop peu, dans la presse, dans les médias. Alors que le Téléthon a le droit à une large couverture médiatique, le The Event est simplement gratifié d'un joli tweet de notre cher président et d'une courte chronique sur les chaînes télé. Il est clair que la jeunesse du 21e siècle a grandi avec cette omniprésence de la technologie et des réseaux. Même si elle ne les comprend pas toujours très bien, on s'en sert de manière instinctive. On se sent d'ailleurs jamais seul quand on sait qu'il suffit d'attraper notre téléphone pour discuter avec quelqu'un à l'autre bout de la planète. Pour ma part, c'est les jeux vidéo qui sont à l'origine de la perte de nombre de mes après-midi, je l'avoue. Mais pas que. Les soirées entre amis où on se retrouve tous ensemble pour jouer au même jeu, pouvoir faire partie d'une grande communauté qui partage la même passion. Tout ça, c'est ce qui me donne envie de jouer aux jeux vidéo. Et je vous invite à prendre plus de temps pour mieux comprendre ce que fait réellement votre enfant avec Internet et les technologies. Nom de Zeus! On n'aura peut-être pas réussi à voyager dans le temps, mais on espère au moins vous avoir fait réfléchir sur ce que représentent les nouvelles technologies et leur impact sur notre futur. Que ce soit avec Hugo et Mathéo, qui nous ont opposé les innovations futuristes et les innovations pratiques, avec Yuen et les inventions quotidiennes que l'on doit à la conquête spatiale, ou encore avec Monsieur Cornet, un chercheur qui a accepté de nous partager son quotidien. Nous vous remercions infiniment de nous avoir écoutés, ce fut un réel plaisir pour nous.